je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour à tous. Au printemps 1967, la Grèce était plongée dans une crise politique institutionnelle grave. De plus, le Parti communiste, persuadé de sa popularité, se préparait à instaurer un régime marxiste qui finirait d'achever le pays. Il faut rappeler que nous sommes en pleine guerre froide et que le berceau de la démocratie est entouré de pays, qu'il s'agisse de l'Albanie maoïste ou de la Bulgarie alignée sur Moscou, bien peu démocrates. Ajoutez à cela les tensions ancestrales avec la Turquie voisine, ravivées par la question chypriote. C'est donc pour éviter une telle perspective que, le 21 avril au petit matin, à Athènes, l'armée s'empare du pouvoir. Elle met à la tête du pays une junte de colonels qui restera aux affaires jusqu'à l'été 1974. Quelle fut la réalité de cette dictature militaire, la dernière d'Europe occidentale? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Jean-Claude Rollinat. Jean-Claude Rollinat, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, est-il utile de vous présenter encore à nos téléspectateurs? Peut-être. Vous êtes écrivain, reporter, grand voyageur devant l'éternel. Et alors, je ne peux pas citer tous vos ouvrages, mais je vous ai reçu notamment pour le Dictionnaire des états éphémères ou disparus de 1900 à nos jours, paru aux éditions du Alpha. Toujours aux éditions du Alpha, il y avait Ces drôles d'états grands comme un mouchoir de poche, sorti en 2021. Et puis tout dernièrement, un guide touristique et géopolitique des pays imaginaires de la bande dessinée, paru en 2022. Puis je vous avais reçu aussi pour Eva Perón. Vous aviez écrit un livre, La reine sans couronne des Descaminados, paru aux éditions de l'Ancre en 2020. Donc aujourd'hui, la Grèce. Et cette période qualifiée de dictature du vide par le quotidien Le Monde, on en reparlera tout à l'heure, parce que vous venez de publier chez Synthèse Nationale le septennat des colonels. Alors avant d'aborder le vif du sujet, un petit rappel historique, car l'histoire contemporaine de la Grèce est un poil compliqué. La Seconde Guerre mondiale a été douloureuse, donc au sorti du conflit, le danger communiste est vraiment présent? Le danger communiste est présent et le problème de la Grèce, c'est son instabilité politique, institutionnelle. C'est une monarchie relativement récente, une monarchie d'ailleurs dont la dynastie est d'origine étrangère. Et la reine-mère, la mère du souverain, du nouveau souverain, le jeune Constantin II, Frédérica, est d'origine allemande, n'est pas du tout appréciée par le peuple. J'ai vérifié moi-même en allant en Grèce que dans certains coins reculés de l'Épire, on n'aimait pas tellement les Allemands. Donc la monarchie n'était pas très populaire et les grandes familles politiques, comme par exemple au Liban ou en Corse, vous avez des dynasties qui se succèdent. Là, c'était la même chose. Vous aviez eu Venizelos, père et fils. Vous avez eu les Karamanlis, dont on reparlera tout à l'heure. Il y a eu les Kanellopoulos, les Stéphanopoulos et Papandréou aussi, père et fils. Donc, si vous voulez, toutes ces familles se succédaient, se déchiraient le pouvoir, et la Grèce ne progressait pas beaucoup. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction à juste titre, elle était coincée par des pays communistes, à savoir l'Albanie, la Yougoslavie, bien que neutraliste, l'Albanie, elle, étant dans la sphère chinoise, maoïste, et surtout la Bulgarie, en pointe, si vous voulez, du pacte de Varsovie. Et alors, pour ne pas arranger les choses géopolitiquement pour la Grèce, il se fait qu'il y avait un allié de l'OTAN comme elle, mais c'est la Turquie. Or, la Turquie, c'est l'ennemi, entre guillemets, mortel de la Grèce, puisque son indépendance a été acquise au détriment de l'Empire ottoman.
Donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a une forte présence de partisans communistes dans le pays. Oui, la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, a créé toutes les conditions de la guerre civile qui a immédiatement suivi la libération de la Grèce des troupes nazies et italiennes. Alors cette occupation a été très dure. La Grèce a connu une famine épouvantable. Le territoire était morcelé en 3 zones. La plus grande zone était aux mains des Allemands, notamment la Crète, une zone bulgare et une zone italienne. Faut être honnête, les Italiens étaient dans les îles et ça a été l'occupation la plus molle, si je puis dire. Bien, celle qui a laissé le moins de traces de haine. Or, il se fait que les communistes s'opposaient au gouvernement collaborationniste, qui était résolument d'extrême droite, on va utiliser le vilain mot, et après la libération de la Grèce par le contingent britannique, qui a débarqué pour rétablir la monarchie, bien entendu, qui avait été abolie. Les troupes britanniques et royales grecques qui avaient été formées, notamment en Égypte. Il y avait également des partisans royalistes, il n'y a pas que des partisans communistes. Il y avait des communistes. partisans royalistes, notamment il y avait le colonel Psaros, mais il a été éliminé par ces communistes. Alors les communistes avaient trois organisations politiques. Il y avait le Front de Libération Nationale, EAM en grec, qui avait donné naissance à l'Armée populaire de libération. Il y avait le parti EDES, qui s'appelle la Ligue démocratique. Et puis, il y avait le colonel Psaros, que je viens de citer, avec son mouvement, le KA. Bien. Alors, la Ligue nationale démocratique était, elle, anticommuniste. Donc, vous aviez déjà un affrontement. Chacun avait sa zone d'influence. Les communistes étaient objectivement les plus puissants. Quand la monarchie a été rétablie, il est évident que l'armée grecque ne faisait pas le poids et les Anglais sont venus, relayés plus tard par les Américains. Donc, on a là déjà, si vous voulez, un schisme très important au sein de la population. Les marxistes d'un côté, les royalistes pratiquants orthodoxes de l'autre. Voilà le grand clivage. Donc là, une vraie guerre civile s'engage, elle va durer combien de temps? Eh bien, elle a duré de 46 à 49. Elle a fait évidemment des dizaines de milliers de morts. Énormément de communistes grecs se sont enfuis, les uns en Albanie, les autres en Yougoslavie, d'autres en Bulgarie. Et ils ont même kidnappé un paquet énorme d'enfants pour les endoctriner, si vous voulez. Et cette situation a laissé des traces énormes puisqu'elle a clivé la société, et elle a aussi divisé les familles. Donc, une fois que les communistes ont perdu la bataille, la monarchie a été rétablie, et les Américains, sous l'influence américaine, bien sûr, on a installé ce fameux régime démocratique qui règne, n'est-ce pas, depuis le Cap Nord jusqu'à Gibraltar, et, j'allais dire, de Brest, mais peut-être pas jusqu'à l'Oural. Bon. Politiquement, le danger communiste est écarté pour Le danger communiste est écarté provisoirement. Mais, vous savez, le feu couvre toujours sous la cendre. Et le jeune roi Constantin n'est pas tout à fait à la hauteur de la situation, et les joutes politiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gouvernements se font et se défont, et la Grèce ne progresse pas sur le plan économique. Bon, donc ça reste quand même un pays, passez-moi l'expression, qui est une sorte de bronze-cul de l'Europe du Nord, mais c'est tout, sur le plan économique, à part la flotte marchande, puisque la Grèce a une réputation effectivement dans le domaine des armateurs. C'est un pays très puissant. Économiquement parlant, j'imagine qu'également la guerre a dû ruiner la guerre a ruiné complètement le pays. Et je l'ai dit, voilà un pays qui était producteur de produits agricoles de type méditerranéen. Ils ont connu la famine, une famine qui a entraîné des dizaines de milliers de morts, notamment chez les enfants. Donc ça ne peut que laisser des traces épouvantables dans les mémoires. Donc il y a un clivage gauche-droite très fort. L'armée, bien entendu, a épuré ces éléments gauchistes, et il y a eu un complot, le complot de la Spida. Voilà, c'était ma question, est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'il y a 20 ans qui s'écoulent entre la fin de la guerre civile et le coup d'État, oui. Enfin presque 20 ans, qu'est-ce qui va pousser l'armée à sortir des casernes? Est-ce qu'il y a vraiment un danger communiste? Parce qu'il y a un danger au sein même de l'armée. Identifié, il y a eu l'affaire Lambrakis aussi, ce fameux député qui a été assassiné, d'extrême gauche. Bon, donc si vous voulez, il y a un climat rebolote presque de quasi-guerre civile. Donc les gouvernements se font et se défont, les majorités parlementaires s'effritent,
il n'y a aucun grand homme qui sort de la lessiveuse. Et donc, si vous voulez, et puis alors, il y a l'affaire chypriote dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est en toile de fond. Bon, ça, c'est le nationalisme grec, l'énosis, le rattachement de Chypre à la Grèce. Mais on sait que c'est difficile parce qu'il y a un tiers de la population qui est d'origine turque. Je ferme la parenthèse, nous y reviendrons. Donc, voilà, tous les ingrédients, si vous voulez, se mettent en place. Et alors, est-ce que ça couvre depuis longtemps? Est-ce que l'on sait depuis combien de temps les militaires se disent, enfin certains militaires, on va les citer, se disent écoutez, il faudrait peut-être remettre de l'ordre? Il est probable que, compte tenu de l'initiateur du coup d'État, qui est le colonel Papadopoulos, que Papadopoulos a fait ses armes au sein de la CIA, que les États-Unis, évidemment, regardent avec attention ce qui se passe en Méditerranée orientale, d'autant que, quelque temps après, la guerre des 6 jours va éclater. Oui. Donc là aussi, si vous voulez, ça fermente. Est-ce que les colonels ont demandé la permission aux États-Unis, via la CIA, de faire leur putsch? Je n'en sais rien. En tout cas, les officiers grecs, contrairement à leurs homologues portugais, que nous évoquons peut-être une autre fois, eux étaient résolument à droite. Résolument à droite pour sauver la Grèce des valeurs, la Grèce authentique, enfin celle qu'ils magnifiaient évidemment, et donc ils ont décidé de passer à l'action. Et vous avez parlé de la junte, effectivement, il y avait pas uniquement Papadopoulos, il y avait des généraux, il y avait le général Stylianos Patakos, Grégorios Stampidakis et Makarezos, enfin tous ces gens-là le noyau. Se connaissaient, ils se connaissaient, et évidemment ils complotaient. Ils complotaient, et la couronne ne pouvait pas ne pas le savoir. Donc, si vous voulez, le roi a été mis devant le fait accompli et s'en est accommodé. Alors, il faut dire que les premiers ministres, les présidents du Conseil qui se succédaient ont objectivement facilité les choses au colonel, qui, dans un premier temps, n'ont pas été aussi impopulaires que cela. Alors, je voudrais revenir au 21 avril, au petit matin, parce que les putschs, ça démarre toujours à l'aube. Toujours à l'aube. Oui. Techniquement, ça s'explique parce que les gens qu'on va cueillir, en général, sont dans leur lit. Ils sont encore en pyjama. Voilà. Donc, au petit matin du 21 avril, racontez-nous cette journée, comment elle se déroule. Ça se déclare dans toutes les villes de garnison, mais surtout à Athènes. Athènes, c'est le cœur de la Grèce, c'est le cœur politique. Eh bien donc, les militaires vont classiquement s'emparer des centres de télécommunications, radio-télévision, tous les centres de communication, c'est vital, bien entendu. Et ils vont fermer le Parlement, et ils vont aller cueillir chez eux, un à un, les parlementaires progressistes, communistes. Ils vont neutraliser les élus centristes, notamment ceux de M. Papandréou, mais ils vont quand même s'emparer de Georges Papandréou, président de l'Union du Centre, dont le fils, lui, alors là, sera un activiste gauchiste déterminé et un futur Premier ministre de gauche. Mais dans un premier temps, on rafle, c'est le mot qui convient, on rafle tout ce monde-là, on le met dans des barrages et on les envoie dans les îles de la mer Égée. Vous me direz, il y a peut-être pénitencier plus cruel. Mais néanmoins, quand vous êtes en pyjama dans votre chambre à coucher et que vous avez des baïonnettes qui viennent vous sortir de votre lit, j'ai l'impression que quand même, c'est pas très sympathique. Est-ce qu'il y a des combats? Est-ce qu'il y a une résistance? Non, il n'y a pratiquement pas de résistance. Les officiers qui n'étaient pas dans la confidence baissent les bras. Ça se passe très bien. La police également ne bouge pas? Les partis, alors évidemment si, les communistes évidemment prennent leurs précautions, énormément passent dans la clandestinité. Ça c'est tout à fait compréhensible. Et évidemment l'extrême gauche va petit à petit s'organiser clandestinement au fur et à mesure que le régime des colonels va s'installer. Alors ces colonels, on les appelle les colonels, qui sont-ils? Alors là, ce sont des officiers issus de quel milieu? Ce ne sont pas forcément des milieux bourgeois. C'est des milieux petite classe moyenne, c'est classique. Ils n'appartiennent pas spécialement à l'aristocratie. Sont des militaires qui ont beaucoup lu, évidemment. Ils ont dû lire ce que nos militaires de l'Algérie française avaient écrit, probablement. Encore que le putsch d'Alger, qui a eu lieu aussi en avril, n'ait pas été une bonne référence, puisqu'il s'est mal terminé. Pour les colonels grecs, ça s'est bien terminé. Donc ils s'emparent de tous les leviers de commande, ils vont chercher un premier ministre civil,
un politicien, Constantin Collas, pour rassurer un petit peu l'opinion. Donc il y a d'une part la junte et il va y avoir le gouvernement. Alors je vais revenir à ces officiers, donc on les appelle les colonels, ils sont combien? Déjà, il y a un triumvirat. Il y en a une bonne tripotée, si vous me passez l'expression, mais les plus connus, je les ai cités tout à l'heure. Encore que parmi les colonels, il y a des généraux, il ne faut pas se tromper. Certains colonels bénéficieront d'ailleurs au cours de la dictature d'une promotion. Ils passeront au grade de général. Donc j'ai dit Papadopoulos, il y a un leader qui se détache. C'est lui. Il est appelé Nasseriki, surnommé Nasseriki, par allusion au colonel Nasser qui avait fait un coup d'État en 1952 en Égypte pour renverser le roi Farouk. Et c'est un petit peu la même chose qui se produit. Nasseriki, pourquoi? Parce que il exalte le nationalisme grec, comme Nasser exalte l'arabisme de l'Égypte, etc., le panarabisme. Lui, Papadopoulos, c'est l'araignée. C'est l'araignée qui est au centre de la toile. Il commande aux généraux. Alors, il va y avoir son visage sévère, avec ses petites moustaches un petit peu à la Charlie Chaplin. Mais il y a un visage avenant, c'est le général Patakos, qui va volontiers dans les villages, qui s'affiche avec les paysans. Paysannerie, d'ailleurs, entre parenthèses, qui a été quand même un soutien à la junte. Alors il danse dans les fêtes folkloriques, etc. Bon, bref, c'est le personnage débonnaire. Vous en avez d'autres qui sont des doctrinaires. Par exemple, Ioannidis ou Macarizos, ce sont des gens qui sont plus penchés sur les doctrines, vous voyez, sur les livres inspirateurs de leur révolution. Ce sont des gens qui ont quand même combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont combattu dans l'armée royale grecque et ils ont tous combattu contre les communistes dans les maquis pendant la guerre civile de 46 à 49. Oui, tous. Ils ont tous une expérience militaire. Ils ont tous suivi des cours dans des écoles militaires étrangères. Et je vous l'ai dit, Papadopoulos, lui, il s'est spécialisé dans le renseignement et il a sans doute bénéficié des bons conseils de ses amis de la CIA. Bon, voilà. Difficile de pas y voir la main de CIA derrière. Oui, probablement. Ça les arrangeait, les Américains. Ça les arrangeait. Voilà un pays qui risquait peut-être de basculer, sinon dans le communisme, tout au moins dans une sorte de neutralisme. Et donc, ça faisait pas leurs affaires. Alors, et le jeune roi, dans tout ça, il a quel âge, Constantin? Oui, il a 25 ans. Oui, qu'est-ce qu'il réagit de quelle manière? J'allais dire, il est surpris, encore que sa reine de mer devait bien être au courant, parce qu'elle est particulièrement réactionnaire, elle. Mais elle cherche aussi à protéger son fils, qui est un jeune marié, et lui, il est gentil, il est plutôt falot. Voilà. Alors, il est mis devant le fait accompli. Les officiers présentent leur devoir à Sa Majesté. Il n'est pas question pour l'instant d'abolir la monarchie. Absolument, il n'est pas question d'abolir la monarchie. Il est question de s'installer dans les pantoufles du pouvoir. Donc, le Pentagone, qui est le ministère de la Défense grec, évidemment, le nom était tout indiqué, c'est avec Papadopoulos, je l'ai dit tout à l'heure, l'araignée au cœur de sa toile, c'est lui qui fait tout. C'est un personnage qui dort peu et qui s'active sur tous les fronts, si je puis dire. Voilà. Donc c'est le maître d'œuvre, c'est l'artisan de cette affaire. Donc le roi, pour l'instant, reste dans son palais. Le roi, il reste dans son palais. Voilà. Il va y rester combien de temps? Il va pas y rester longtemps parce que il va être renversé en 68 et il va partir en exil. Donc, si vous voulez, et quand on dit renversé, il n'y a toujours pas d'abolition de la monarchie. Il y a pas. Attendez, dans un premier temps, il essaye de faire un contre-coup d'État. Plusieurs mois après. Un certain nombre de généraux l'ont convaincu que la junte n'était pas populaire et qu'il avait le peuple derrière lui. Il disparaît subitement de son palais royal et il va se réfugier dans le nord de la Grèce. Il essaye de soulever quelques garnisons. Il n'a le soutien que des généraux. Or, les généraux, sans troupes, c'est comme un général en retraite. Ça sert à rien. Bon. Et ça va vite se révéler un échec. Les militaires d'Athènes, dès qu'ils apprennent que le roi a fui dans le nord avec sa famille, vont le court-circuiter. Et tout cela va se terminer pour lui, sa femme, sa mère et ses enfants par l'exil à Rome. Et alors là, effectivement, Papadopoulos, qui peut-être n'attendait que ça, va sauter à pieds joints le 9 janvier 1968 en faisant adopter une nouvelle constitution à caractère républicain. Voilà. Il y a un plébiscite.
90%. Alors là, écoutez, dans tous les régimes autoritaires, quand on a des résultats aussi spectaculaires, on peut légitimement émettre des doutes contre la spontanéité des électeurs. Ça. Et puis après, il veut pas en rester là. Après tout, il se dit, c'est moi le patron, je vais officialiser tout ça. Et le 1er juin 1973, la nouvelle constitution qui a été adoptée républicaine, voit son entrée en vigueur, car la République est proclamée officiellement et la monarchie est abolie. Alors là, on adopte un nouvel emblème qui figure en couverture de ma petite revue. C'est le phénix qui remplace les armoiries de la Grèce, la couronne, etc., l'héraldique traditionnelle. Et Papadopoulos va vouloir faire entériner ce choix de sa personne, et il organise un plébiscite dans lequel il est le seul candidat. Pratique. Vous me direz, c'est plus pratique, ça raccourcit la durée d'une campagne électorale et ça économise l'impression des bulletins de vote. Et il est élu par 78% du corps électoral. Alors là, on voit une petite baisse par rapport aux 90% spectaculaires de l'adoption de la Constitution. Il y a effectivement, on a analysé, moi je ne l'ai pas mis dans mon livre parce que c'était peut-être un peu trop barbant pour le lecteur, mais il y a eu des analyses région par région et on s'aperçoit effectivement que les zones rurales ont apporté un soutien massif au colonel Papadopoulos, alors que beaucoup de quartiers de Salonique et d'Athènes ont été majoritairement hostiles. C'est le nom qui l'emportait. Voilà. Donc, il est élu. Alors, est-il élu vraiment démocratiquement ? Difficile à dire. En tout cas, ce référendum plébiscitaire a un caractère beaucoup plus démocratique que le précédent, à 90%. Ça, c'était presque une ratification à la soviétique. Alors, j'évoquais tout à l'heure, dans mon introduction, la formule du journal Le Monde, la dictature du vide. C'est la dictature du vide. Est-ce que la formule est juste ? Écoutez, oui, pour une fois, le journal Le Monde ne se trompe pas. C'est bien la dictature du vide. En ce sens que, contrairement à d'autres régimes autoritaires... On peut les comparer à l'Espagne. Alors, on peut les comparer à l'Espagne et au Portugal. En Espagne, vous avez un régime, le franquisme, qui repose quand même sur des institutions solides, installées au lendemain de la guerre civile. Il y a un parti unique qui a fusionné les grandes tendances. Ça s'appelle le Movimiento Nacional. Vous avez le chef de l'État qui a été ratifié par un plébiscite aussi. La monarchie n'est pas suspendue. Franco n'est qu'un régent. Mais il y a les Cortes, il y a une assemblée, il y a un parti politique. Il y a les phalangistes, les carlistes, les syndicalistes. C'est un État corporatif. Il y a un dogme derrière. Et il y a une doctrine, c'est un État national catholique. Son voisin portugais répond sensiblement à la même chose, puisque Salazar a instauré l'Estado Novo entre les deux guerres, et là aussi, il y a un parti unique, l'Union nationale, une doctrine, là aussi, c'est un régime national catholique, avec en plus, si vous voulez, l'évocation de la grandeur du Portugal ultramarin, ce que l'Espagne ne peut plus faire, puisqu'elle a largué ses colonies, où elle a été remerciée au XIXe siècle. Voilà, donc là, si vous voulez, il y a une doctrine, ça répond à quelque chose. Le national-syndicalisme, c'est pas rien. Le national-catholicisme, c'est pas rien. Il y a quelque chose, si vous voulez. Salazar est maurassien. Bon, voilà. Donc, ça tire. Et puis, c'est le régime corporatif type Italie mussolinienne. Donc, si vous voulez, je ne porte pas un jugement de valeur. Non, mais c'est un constat. Il y a quelque chose. C'est solide. Chez les Grecs, chez les colonels grecs, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de doctrine, si vous voulez. On est nationaliste, ça c'est certain, mais on n'a pas basculé dans le corporatisme. On n'a pas rétabli la démocratie parlementaire classique. Si vous voulez, ça flotte. Alors, ce qui va précipiter la chute du colonel Papadopoulos, parce que il va être remercié par ses pairs. On en reparlera. Oui. Non, mais on reparlera de la chute de Papadopoulos, mais je voudrais revenir sur l'opinion publique et puis sur l'opinion internationale également. Donc l'opinion publique, vous avez dit que le régime des colonels était soutenu. Au départ, il était soutenu. Plutôt soutenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement de foule, de alors, si vous voulez, contrairement au régime que nous avons évoqué tout à l'heure en Espagne, au Portugal, il n'y a pas de mouvement de masse. Et il y a même du côté des paysans un certain
Un fatalisme, si vous voulez, un fatalisme, et dans les villes, c'est une hostilité, alors notamment, alors là, chez les jeunes. Chez les jeunes, là, il y a un mouvement de répulsion, et il y a même un mouvement de révolte qui va éclater en novembre 73, ça va être fatal pour le colonel Papadopoulos. Ce sont les étudiants de l'école polytechnique qui vont se barricader, et puis ça va faire tache d'huile dans les autres collèges, les lycées, etc. Mais c'est surtout l'école polytechnique d'Athènes qui va être un bastion farouche de résistance au colonel. Et même, alors là, le régime militaire va envoyer, Papadopoulos va envoyer les blindés, etc. Il y aura des affrontements violents, et ça va mal se terminer pour lui. Et la communauté internationale, elle réagit comment Très mal. Très mal. Au putsch. Très mal. Bah oui, si vous voulez, le gouvernement de M. Pompidou était l'un des rares à avoir une certaine tolérance à l'égard de la Grèce en raison de sa politique méditerranéenne. Voilà. Bon, mais toutes les autres démocraties occidentales condamnaient les colonels. Et ce régime était de plus en plus isolé. Si vous voulez. Isolé. Le tourisme se casse la figure ou pas ? Le tourisme était mollement impacté, non. Mais alors en plus, si vous voulez, c'est l'hostilité avec le grand voisin. Là, ça commençait, là, si vous voulez, la marmite commençait à chauffer. Bon. Et ce qui a précipité aussi la chute de Papadopoulos, il y a deux éléments. Il y a un élément, j'allais dire, extérieur à lui-même, à savoir d'abord ce manque de soutien de la population, à part les zones rurales que j'ai soulignées tout à l'heure, et surtout l'hostilité donc des étudiants. Et ce petit bain de sang, parce que quand même, il y aura beaucoup de morts à l'école polytechnique quand l'armée et la police vont vouloir reprendre possession des lieux. Ça, c'est l'événement extérieur, la personnalité de Papadopoulos qui va lui être fatale. Mais l'élément intérieur, c'est qu'il va perdre le soutien de ses pairs. Il y a déjà une première mutinerie, je crois, dans la marine. Ah, il y avait eu une première mutinerie, un avertissement gratuit, si je puis dire, un destroyer qui avait pris le large et qui s'était dirigé vers l'Italie après une mutinerie. Ça, c'était un avertissement sans frais. Et le deuxième avertissement, c'est effectivement que le colonel Papadopoulos voulait légitimer son régime et voulait redonner, grâce à sa constitution, le pouvoir au peuple. Il voulait, alors, contrôler bien sûr, mais il voulait solliciter à nouveau le corps électoral. Et alors ça, ses pairs galonnais ne l'ont pas accepté. Et un bon matin, ils sont venus le saisir à son bureau, ils l'ont ramené courtoisement dans sa somptueuse résidence, où il est resté jusqu'à la fin du régime, et où la démocratie est venue l'incarcérer, évidemment, ad vitam aeternam. Donc Papadopoulos, fin de Papadopoulos, là on est à quel, en 73 ? On est en 73, si vous voulez, il est renversé par ses pairs, et il est, je l'ai dit, mis en résidence surveillée dans sa propriété, très belle propriété, entre parenthèses, et il va y rester, évidemment, prisonnier, enfin, dans un certain confort. En revanche, ça va mal se terminer quand les colonels vont si vous voulez, tomber. Oui, au moment de la chute du régime, Ah il oui, ne le savent pas encore. ouais. Donc là, il est chassé par ses pairs. d'autres militaires. Qui prend sa place ? Alors là, il y a un général qui va être nommé... parce que avant la proclamation de la République, il y avait un régent qui avait été nommé. Oui. Il n'avait pas supprimé la monarchie, comme Franco n'a jamais supprimé la monarchie, et il s'était fait proclamer régent par un plébiscite. Là, ils ont fait pareil. Donc, avant la proclamation de la République, ils ont nommé un régent, le général Zoïtakis. Et puis, quand la République a été proclamée, Zoïtakis, il est parti à la retraite. Et là, nous avons la République grecque. Alors, la République grecque, eh bien, écoute, il lui faut un président. Bon. Eh bien, on va choisir le plus étoilé, c'est le général Phaédon Gizikis, qui va être président de la République, qui nommera d'ailleurs un des premiers ministres. Qui n'est pas élu. Ah, il n'est pas élu. Non. C'est toujours si vous voulez, c'est toujours le petit conseil de la Révolution, comme chez Nasser. C'est le conseil de la Révolution qui décide de tout ça. Donc, aucun caractère, si vous voulez, démocratique. Puis, contrairement à Papadopoulos, qui avait, si vous voulez, qui s'était fait plébisciter et qui voulait réintroduire le système électoral. Et ça, les colonels n'en voulaient absolument pas, car qui dit réintroduction du système électoral dit réapparition du Parti communiste, fatalement. Donc ça, pas question. Et donc ce nouveau président, est-ce qu'on peut y voir également encore la main des Américains dans ce second putsch ? Les Américains, on va voir leurs mains, surtout pour éliminer ceux qu'ils avaient contribué à mettre sur le pavois.
les Américains vont profiter de la crise chypriote gravissime qui va avoir lieu l'année suivante. On va y venir. Qui va avoir lieu l'année suivante. En complicité ou en partenariat avec les Français, qui vont faciliter le retour de M. Karamanlis, qui était réfugié à Paris. Giscard d'Estaing mettra à sa disposition un jet privé pour le ramener à Athènes, où il sera accueilli en triomphe. Alors là, peut-être qu'on a brûlé quelques étapes. Non, pas encore. Oui, mais parce que non, on va aller à Chypre, parce que c'est Chypre, c'est l'affaire chypriote qui va précipiter la fin du régime. Alors expliquez-nous quelle est la situation de l'île, de cette île grecque. Alors c'est une île grecque. Alors Chypre a connu bien entendu de nombreuses vicissitudes. Elle a même connu une dynastie, celle des Lusignans, pendant près de 3 siècles. Hein. Oui, c'est incroyable, les Lusignans qui sont originaires du Poitou. Mais la population, le fond de la population était grec. Et puis sont venus des immigrés turcs, déjà. Et qui se sont installés un petit peu partout, mais enfin qui se sont concentrés plutôt dans le nord de l'île. Ce qui facilitera, vous allez voir, l'opération d'Ankara tout à l'heure. Et cette île va passer de la domination de la Porte Sublime, c'est-à-dire de Constantinople, à la domination, à la suzeraineté britannique. Donc les Britanniques vont s'installer, comme ils vont s'installer en Palestine, évidemment, dans la région, et comme ils vont s'installer en Transjordanie, en Irak, etc., alors que nous allons aller au Liban et en Syrie, eux, ils s'installent à Chypre. Et ils ont un gouverneur général, et tant bien que mal, ils essayent de dominer les querelles gréco-turques. Parce que là, évidemment, les Grecs et les Turcs, ça s'entend pas tellement. C'est comme, comment dirais-je, l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas. Donc c'est-à-dire qu'il y a des communautés turques de plus en plus importantes. Absolument. À l'époque, alors, il y a un mouvement de résistance grec important qui s'appelle l'Eoka, qui est commandé par le général Grivas, qui est un mouvement terroriste, et à l'instar des mouvements juifs de Palestine, comme l'Irgun, ils vont faire des attentats anti-britanniques très, très sanglants. Et puis ils vont attaquer aussi la communauté turque, laquelle va riposter. Donc on a en même temps une guerre chyprio-britannique et une guerre gréco-turque. Donc le pouvoir britannique, dont le pays est membre de l'OTAN, les Grecs qui sont membres de l'OTAN, les Turcs qui sont membres de l'OTAN, et les États-Unis qui disent le grand parrain, le parrain suprême, mettent tout le monde autour de la table, et aux accords de Zurich de 1959, on va sortir une cote mal taillée, c'est-à-dire une république unitaire de Chypre avec un système bicommunautariste quand même, c'est-à-dire 30% des sièges à l'Assemblée aux Turcs, 70% aux Grecs, la même chose pour l'armée et la police. Vous voyez, on fait une cote mal taillée, président grec, vice-président turc, etc. Bon, alors Makarios, qui est l'archevêque orthodoxe de l'île, qui est extrêmement populaire, qui avait été déporté par les Britanniques aux îles Seychelles, là aussi, on connaît pire comme bagne, revient triomphalement, est élu président de la République, et il a avec lui le Kouchouk, un Turc, qui va être vice-président. J'allais dire, Bon, non, maintenant ça tient. Ça tient, oui, ça tient, mais c'est bien brinque-ballant, n'est-ce pas ? Bon, c'est comme un couple qui pédalerait sur un tandem, mais qui ne pédalerait peut-être pas tout à fait à la même vitesse, et puis l'équilibre n'est pas respecté. Il y a toujours des violences entre les Grecs et les Turcs. L'Eoka n'a pas désarmé, l'armée chypriote ne tient pas la route, parce que il y a les Turcs et il y a les Grecs. Bon, donc si vous voulez, on retrouve la même chose au Liban. Hein. Oui, c'est la même chose. Bon, donc ça tient pas la route. Et ça va, passez-moi l'expression, ça va péter. Et ça va péter très sérieusement jusqu'à un moment donné où les forces des Nations Unies vont intervenir pour neutraliser tout ça. Bien après l'indépendance, en 1974, en juillet, il se fait que par hasard, moi j'étais à Athènes à ce moment-là, en juillet 1974, un coup d'État mené par la garde nationale chypriote grecque renverse Makarios et prend le pouvoir. Alors, il est évident que les Turcs ne peuvent pas laisser l'affaire se passer comme ça. Et le 15 juillet, si Makarios est renversé, à peine 5 jours après,
l'armée turque débarque au nord de Chypre, à Kyrenia, le Saint-Trope chypriote, si vous voulez, débarque 30 000 hommes et 300 chars, notamment des patones, et évidemment, la garde nationale chypriote grecque ne fait absolument pas le poids, et très vite, les forces turques vont contrôler le tiers nord de l'île, non sans rencontrer une résistance de la part d'éléments de l'armée grecque. Alors notamment à Nicosie, la capitale, dernière ville divisée, je le signale, entre la partie nord turque et la partie sud grecque. Des Nord-Atlas, que l'armée française a bien connu en Algérie, bien utilisé, vont se poser à Nicosie avec des paras grecs à bord pour donner un coup de main à la garde nationale. Et il se fait que un Nord-Atlas est descendu par la DCA turque et s'écrase sur l'aéroport de Nicosie et brûle avec sa cargaison humaine. Et on peut voir au cimetière militaire grec de Nicosie un morceau de Nord-Atlas qui est là pour rappeler ce drame. Donc, si vous voulez, c'est très sanglant, très saignant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains, évidemment, qui tiennent les clés de tout le monde, ils contrôlent quand même Ankara et Athènes, quand même, vont siffler la fin de la récréation et on va aboutir à un cessez-le-feu. Et un cessez-le-feu qui dure depuis 1974. Ça pourrait être l'objet d'une autre émission. Maintenant, je voudrais revenir en Grèce, sur le continent. Quel est le rôle du régime des colonels dans ce coup d'État? Ils l'ont complètement soutenu. Ils l'ont même, ils l'ont organisé. Alors, question, on y voit quand même une grande impréparation. Pourquoi? Mais c'est une fuite en avant. Regardez, les militaires argentins, avec les Malouines. Oui, c'est à peu près le même scénario. C'est le même scénario. Bon, le régime militaire argentin était à bout de souffle. C'est pareil, aucune doctrine, rien. La brutalité, c'est tout. Aucune intelligence. Rien de politique. Bon, juste la force brutale. Et donc, ils s'en sortent comment? Ils pensent s'en sortir par le haut. Donc ils se disent ça va. Le nationalisme va resserrer le peuple argentin. On va attaquer les Malouines. Il y a pas de garnison britannique. On va s'en emparer. Dans un premier temps, c'est ce qu'ils font. On connaît la suite. Et donc pour la Grèce, c'est le même raisonnement. Pour Chypre, c'est le même raisonnement. Les colonels pensent que grâce à Nikos Simpson, qu'ils mettent au pouvoir un personnage de droite chypriote grec, avec l'aide quand même de l'EOKA, évidemment. L'EOKA, c'était quand même un mouvement structuré, très nationaliste, exaltation de la Grèce antique, etc. Eh bien, mais ils font pas le poids face à l'armée turque. Donc, ces colonels se disent, in the pocket, on va réunifier l'île et on va la rattacher à la Grèce. C'est l'Énosis, ce rêve, si vous voulez, qui a été réalisé avec Crète, mais qui ne sera pas réalisé avec Chypre, pour l'instant. Et en tout cas, les Turcs mettront leur veto, et ils mettent leur veto comment? Avec leurs troupes. Et donc là, c'est un échec total. Donc, si vous voulez, la Grèce, le peuple grec se sent humilié. Alors là... donc là, c'est ce qui va précipiter... C'est ce qui va précipiter la fin. Gizikis cherche une porte de sortie pour ses pairs, ils se rendent compte qu'ils ont échoué et qu'il est temps de passer la main. Qu'est-ce qu'il fait Donc là, nous sommes en novembre 1974. Nous sommes en novembre 1974, donc le général Gizikis va appeler au secours un politicien, Monsieur Karamanlis. Monsieur Karamanlis, qui a déjà été président du Conseil de centre-droit, qui va créer un nouveau parti politique, la Nouvelle Démocratie, une sorte d'UDF ou de RPR, si vous voulez. Et donc, il est en France. Il est apprécié, il est connu. Il a des relations, disons, un peu partout, avec ses pairs ou ses anciens pairs. Donc, il va revenir triomphalement à Athènes. Le président en place va le nommer Premier ministre. Et Gizikis va être le seul militaire, dans un premier temps, qui n'est pas arrêté. Il va rester président de la République jusqu'à ce que la nouvelle République se mette en place. Il y a une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution l'année suivante. Donc la monarchie n'est absolument pas rétablie. C'est la République qui continue, mais une République à caractère démocratique, version occidentaliste. Voilà. Donc, alors là, par contre, les militaires, eux, ça va mal se passer pour eux, parce qu'ils vont être tous incarcérés et ils vont faire l'objet d'un grand procès. Papadopoulos va être condamné à mort. Il sera gracié et il terminera ses jours incarcéré. Les autres, c'est pareil, vont être condamnés à la prison à vie. Certains seront amnistiés au bout d'une bonne quinzaine d'années.
D'autres vont se suicider. Vous voyez, bon, ils ont été très durs. Et est-ce qu'il y a des mouvements de rue au retour de Karamanlis ou... Des mouvements de rue en faveur. Oui, non, bien sûr, oui, en faveur. Des mouvements de rue hostiles au colonel, non. Ce sont des mouvements de population en faveur de l'arrivée de Karamanlis et du rétablissement. Donc il n'y a pas de vraie révolution. Non, enfin... Si vous voulez, c'est le retour à l'ordre ancien, j'allais dire, puisque la nouvelle démocratie, à mon avis, c'est l'ancienne démocratie, voilà, puisque on sait ce que ça va devenir, la Grèce. Bon, on a vu le succès, l'insuccès, les échecs successifs de Syriza, le parti socialiste qui a été remplacé, le PASOK de Papandréou qui a été remplacé par le parti Syriza, etc. Et puis maintenant, ça c'est le coup de balancier, c'est à nouveau la nouvelle démocratie, et il y a certains partis de droite nationale qui émergent, qui montent aussi là-bas. Voilà. Bon, donc le cycle est bouclé. Ces militaires, est-ce qu'ils ont apporté quelque chose quel bilan vous tirez de cette expérience? Alors, bon, ce qui serait positif, c'est que pendant 7 ans, on va dire, qu'ils ont assuré une certaine stabilité politique en Grèce. Voilà, et à quel prix? On a évité le communisme. On a évité le communisme, c'est l'atout essentiel. On a évité passez-moi l'expression, un grand bordel. On a évité une guerre civile bis. Ça, c'est positif. En revanche, pour le reste, sur le plan économique et social, il y a eu, je vous dis ici, dans les milieux ruraux. Mais sinon, il n'y a aucune grande réalisation, il n'y a pas de grands travaux. Non, ils ont simplement exalté, si vous voulez, ils ont cherché à exalter l'hellénisme. Ils ont d'ailleurs favorisé d'immenses manifestations type péplum à la gloire de la Grèce antique. Vous voyez, bon, donc ça, c'est leur nationalisme poussé à l'incandescence, a mené à la stupidité de l'affaire chypriote. Bon, tant qu'ils se contentaient de magnifier la Grèce antique, etc., et d'exalter les valeurs supposées de la Grèce antique, bon, ça va. Mais quand on incarcère massivement des opposants, je mets les communistes terroristes à part, mais quand on incarcère, si vous voulez, des gens qui manifestent politiquement leur hostilité, mais sans violence, il est évident que c'est le trait caractéristique non seulement d'un régime autoritaire, mais d'une dictature, fût-elle de gauche ou de droite. Il faut bien l'avouer. Bon, les colonels se seraient grandis s'ils avaient toléré que l'opposition puisse s'exprimer librement, sans avoir pour autant une représentation parlementaire. Ils n'ont pas fait ce choix, à mon avis, ils l'ont payé très cher, parce que la main de la démocratie a été très dure pour eux, puisque beaucoup ont terminé, enfin surtout Papadopoulos. Et alors, il y a une anecdote amusante. Fut un temps où il y avait un parti qui s'appelait Les Pen. Phonétiquement, ça faisait Le Pen. Or, Les Pen était membre du groupe des droites européennes que présidait Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen est allé en Grèce, et le nouveau pouvoir grec n'avait qu'une trouille, c'est qu'il veuille rendre visite au colonel Papadopoulos. Voilà, bon, c'est une petite anecdote en passant. Alors, et aujourd'hui, en Grèce, quelle est la mémoire de cette période? C'est plutôt un mauvais souvenir. Mais bon, c'est pas du tout évoqué. Ouais. Non, bon, très peu. Ça n'a pas duré non, non plus. Ça n'a pas. Non, si vous voulez, c'est un septennat. Oui. Bon, et ceux qui ont souffert dans leur chair et qui sont encore vivants, effectivement, ne doivent pas en garder un bon souvenir. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon. Mais ça a favorisé l'apparition d'une gauche triomphante après? Ah bah oui, hélas. Syriza, oui. Et puis le communisme en tant que tel, non, si vous voulez. D'abord, ils étaient divisés. Ils étaient divisés. Il y avait les communistes de l'intérieur et les communistes de l'extérieur qui sont revenus dans les wagons entre guillemets des vainqueurs, parce que bon, les colonels, on peut le dire, avaient perdu la partie. Bon, donc, mais c'est cette gauche progressiste qui a été assez néfaste. Et puis échec économique. Vous vous rendez compte dans quel état était la Grèce? D'ailleurs, j'invite mes compatriotes à réfléchir sur le sort économique de la France, parce que au train où ça va, on va connaître la potion grecque. Ça a été terrible pour la Grèce. Terrible. Et conséquences directes du régime des colonels ou... Non, puisque les régimes démocratiques qui se sont succédés n'ont pas non plus été plus brillants que ça sur un plan économique. Là, la situation s'est franchement rétablie. Elle s'est franchement rétablie. Bon, reste à mettre au bénéfice de la nouvelle démocratie. Bon, peut-être l'état d'esprit des Grecs ont changé. Bon, et puis il y a de nouvelles générations qui émergent.
Bon, ça aussi. Hein, bon, on n'est plus tout à fait dans le même schéma totalitarisme de droite, totalitarisme de gauche. Bon, ça a évolué. Jean-Claude Rollinat, merci. Donc je renvoie pour plus de détails au Septennat des colonels, paru aux éditions Synthèse Nationale. Comme je disais, vous êtes très prolifique. Il y a des projets en cours? Ah oui, j'ai un projet. Ça va sortir probablement le mois prochain ou le mois de juillet. Le titre, c'est Israël-Palestine, la mort aux trousses. D'accord. La mort aux trousses. Bah, écoutez, on en reparlera. Vous reviendrez. Je l'espère. Et je vous en remercie d'avance. Je vous remercie. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Vous allez maintenant retrouver Christopher Lann et la petite histoire. Mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un personnage aussi froid et laid intérieurement qu'extérieurement, Fouché. Fouché, c'est le genre de mec qui fait peur autant qu'il fascine et à qui les sobriquets de serpent, hyène conviennent tout à fait. Il y a bien entendu une légende noire du personnage, mais également une légende qu'il a lui-même tenté de tisser en supprimant les archives, etc., pour se revaloriser aux yeux de l'histoire. Et pour tenter de déceler la vérité entre cette caricature, méritée certes, mais caricature quand même, et la légende qu'il a lui-même tenté de broder, Emmanuel de Varesquel, dans une biographie récente, a tenté de séparer le bon grain de l'ivraie pour avoir une image aussi juste que possible de ce personnage fascinant. Car comme je l'ai dit, Fouché avait tendance à tout biaiser, à tout truquer, jusqu'à modifier son état civil et son acte de naissance pour qu'on ne retrouve pas sa trace, qu'on ne puisse pas connaître son passé et les motivations qui l'ont poussé à commettre de nombreuses horreurs, qu'il aura tenté d'effacer également. Il est né le 27 mai 1759 dans la Loire d'une famille qui a fait sa fortune sur la navigation. Quand je dis navigation, c'est un euphémisme parce que son père était avant tout négrier. Il était même capitaine d'un brick négrier et s'est acheté une exploitation à Saint-Domingue où, à l'aide d'esclaves, il fera du rhum. Le père de Fouché est d'ailleurs mort lors d'un voyage de retour de traite. Fouché n'abordera jamais ses origines familiales parce que, vous doutez bien, c'est pas très clinquant, hein. Mais ça ne l'empêchera pas de se poser lui-même pendant la Terreur, par exemple, en tant qu'ami des Noirs, ce qui est tout de même assez paradoxal. Il n'a pas hérité de l'activité de négrier de son père, étant lui-même d'une santé fragile, mais ce qu'il a hérité en revanche de son père, c'est un scrupuleux sens des affaires, de l'argent et un manque absolu de scrupules. Il y a des signes qui trompent pas, hein. Il a été élève chez les oratoriens, il est d'ailleurs ressorti professeur laïque, et il est ressorti de cette expérience profondément athée. En 1788, il est nommé au collège d'Arras. À cette occasion, il entre en franc-maçonnerie et se lie d'amitié avec Robespierre. Donc jusque-là, si on prend en compte le contexte de l'époque, on peut dire qu'il a tout bon. Le mec, il est dans tous les bons coups du moment, quoi. C'est d'ailleurs sous l'impulsion de Maximilien de Robespierre que Fouché abandonnera le professorat pour se lancer en politique. À une époque, dans l'Ancien Régime, où les valeurs, la beauté, l'apparence prévalaient par-dessus tout, Fouché arrive avec une disgrâce physique assez marquée et une laideur apparente dont il va faire un atout. Toute sa vie, il va d'ailleurs s'évertuer à abattre et à combattre l'Ancien Régime et ses valeurs chrétiennes et royales qui ne lui laissaient aucune chance. Une sorte de revanche. De son physique laid, il va aussi se faire un atout pour se faire passer inaperçu et à chaque fois faire porter le chapeau à des gens qui n'avaient pas sa prudence. À partir du moment où il va devenir révolutionnaire officiellement, il va tout de suite devenir un extrémiste. Depuis ses débuts à Nantes où il fut député de la Loire-Inférieure à la Convention, il va s'attacher à détruire la société française. C'est pour lui une obsession. Comme tous les révolutionnaires, il veut imposer des valeurs nouvelles, censées être des valeurs de tolérance, de liberté, d'égalité, par la violence. Quand je dis la violence, il y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Son premier acte violent aura été d'être régicide. Contrairement à ce qu'on a pu dire, Fouché n'a pas agi en votant la mort du roi par peur, mais parce qu'il y voyait son intérêt. Il fallait aller dans le sens du vent, voter avec la majorité. Aller dans le sens du vent, ce sera la spécialité de Fouché. Mais cela n'empêchera pas, bien sûr, ses intrigues secrètes à chaque fois. Non content d'avoir abattu la royauté, il va chercher à abattre son deuxième ennemi de toujours, la religion. Et là, on a bien vu qu'il avait des comptes à régler vu la violence des méthodes employées. En 93, dans la Nièvre, il forcera des prêtres à abjurer leur foi et à se marier en public. Il ne sera pas le seul d'ailleurs. Ah, que c'est beau la révolution. Liberté.
Autre crime à son actif, les massacres de Lyon. Pour faire payer à la ville son insurrection royaliste, on envoie Fouché et sa guillotine. Mais la guillotine ne marchant pas assez vite, on mitraille tranquillement les gens au canon. Je vous invite à vous renseigner sur la terreur de Lyon parce qu'elle a fait 1800 victimes, mais c'était quand même une sacrée affaire. On surnommera Fouché le foudroyeur de Lyon, mais comme à chaque fois, il s'évertuera à faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, en l'occurrence Collot d'Herbois. Car Fouché fait toujours ça. Il veut purifier la patrie et n'hésite pas à employer des méthodes abominables pour le faire, mais à chaque fois, il efface ses traces, il se retire au moment opportun pour faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Va venir ensuite l'affrontement entre Fouché et Robespierre. Il y a une incompatibilité qui se crée entre les deux. Robespierre est à Paris et la Révolution est centralisatrice, alors que Fouché est en province et justement, on craint de voir la province prendre de trop grands pouvoirs. Aussi, Robespierre est déiste, il n'est pas catholique mais il est déiste, et Fouché est profondément athée. Ainsi, pendant les ennuis de Robespierre, Fouché s'évertuera en coulisses à tout faire pour qu'il soit guillotiné. Liberté. Il va alors se retirer un peu, histoire que l'orage passe, et il ressurgira sous le Directoire où il prendra le ministère de la police. Il a alors les mains pleines de sang, vous vous en doutez bien, mais il va tout faire pour réduire et minimiser son rôle. Il va bien sûr garder son ministère de la police sous Napoléon, les deux hommes ne s'aiment pas, Napoléon se méfie de Fouché, mais aussi horrible qu'il soit, il est incontournable. C'est d'ailleurs lui qui a créé la police moderne et les services de renseignement lui doivent beaucoup. Sous Napoléon, Fouché va annihiler toutes les menaces qui pèsent sur le premier consul puis sur l'empereur, à chaque fois en les amplifiant pour bien montrer qu'il a une utilité. C'est par la peur qu'il se maintient, il veut paraître aux yeux de Napoléon indispensable, mais en même temps il agit en coulisses, que ce soit avec les ennemis de la France ou avec la famille impériale, pour servir son propre intérêt. Lorsque Napoléon réalisera enfin la dépendance dans laquelle il est placé vis-à-vis de Fouché, il sera trop tard. Fouché contrôle tout, la police, les renseignements, la presse, l'opinion, et il a aussi des relations secrètes avec les puissances étrangères. Il est également devenu très riche, bien qu'il ne servira pas à le montrer. Bah oui, parce qu'il faut savoir d'où il vient cet argent. Qui a parlé de l'Angleterre? Moi? Non. Il est tellement incontournable et indispensable que même Louis XVIII, en 1815 sous la Restauration, sera obligé de le prendre. Lui, le révolutionnaire, le terroriste glacial, lui, le régicide. C'est pour vous dire, il prendra même Talleyrand. Et d'ailleurs, Chateaubriand dira à propos de ce duo que c'était le vice appuyé au bras du crime. On va faire un truc sur Talleyrand d'ailleurs. Faut que je me le farcisse celui-là aussi. Mais l'opinion royaliste va vite s'indigner et pour la première fois, Fouché va sous-estimer ses adversaires. Il perdra son ministère le 16 septembre 1815, puis quittera la France et n'y reviendra jamais. Il meurt seul, en exil, à Trieste, en décembre 1820. C'est à la fois un homme d'État, c'est un conspirateur, c'est un aventurier. On a l'impression, quand on travaille sur sa vie, qu'on est un peu dans un roman noir. Et ce qui m'a intéressé chez lui, je suis parti assez loin par rapport à mon personnage, avec une certaine méfiance, par ailleurs avec quelques difficultés, parce que c'est probablement, si je le compare à Talleyrand, vous savez, quand on a fait le vice, on fait le crime, un personnage extrêmement dissimulé, extrêmement difficile à mettre à jour. Il a été en guerre avec lui-même, et que pour combattre ce désamour de lui-même, il s'est, dans un certain sens, sauvé par l'ambition et par le pouvoir. Et l'ambition et le pouvoir ont été autant de masques qu'il s'est posé à lui-même, de façon, au fond, à ne pas se laisser apercevoir tel qu'il était en réalité. Froid, glacial, calculateur, sans scrupules, il aura pourtant servi tous les puissants et tissé un immense réseau. On le traite de girouette, de roi des girouettes même, c'est bien mérité, il figure d'ailleurs dans le fameux livre des girouettes, mais il y a un maître que Fouché a toujours servi avec dévotion et fidélité, l'argent et son propre intérêt. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur TV Liberté.